l'exercice 1. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale 2x carré plus 3x plus 8 divisé par x facteur de x plus 2 au carré. Alors, vérifiez que f de x s'écrit sous cette forme. Donc, il suffit de calculer soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini. On prend un élément ici. Montrons ceci. Je reviens à démarrer d'ici pour retrouver f de x, c'est-à-dire retrouver cette expression. Alors, on a 2 sur x moins 5 sur x plus 2 au carré. Ça fait combien? Alors, ça fois ça, c'est 2 facteur de x plus 2 au carré, moins ça fois ça, moins 5x, divisé par ça fois ça fait x facteur de x plus 2 au carré. Alors, ça va donner quoi? 2, ici, identité remarquable, x carré plus 4x plus 4, moins 5x, divisé par x facteur de x plus 2 au carré. Donc, en développant, c'est 2x carré plus 8x plus 8 moins 5x divisé par x facteur de x plus 2 au carré. Finalement, on trouve c'est 2x carré, 8x moins 5x, ça fait plus 3x, plus 8, divisé par x facteur de x plus 2 au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'expression de f. Voilà, on a montré. On passe maintenant à la question suivante. Alors, en déduire la primitive, donc grand F de f sur 0 plus l'infini, tel que f de 1 égale 2 sur 3. Alors, les primitives, alors, on a f de x. Alors, pour trouver les primitives de f, donc, égale quoi? Primitive de 2 sur x, normalement 2 sur x, c'est égale 2 fois 1 sur x. Mais une primitive de 1 sur x, c'est logarithme, c'est ln de x. Ça fait 2 ln de x. Ici, une primitive de 5 sur x plus 2, le tout au carré. Donc, c'est quoi? Donc, on sait qu'une primitive de f' divisée par f à la puissance n, une primitive de cette quantité, c'est quoi? C'est moins 1 sur n moins 1, c'est ça? F à la puissance n moins 1. D'accord? Ou bien, on peut l'écrire comme ça. On peut utiliser juste. Alors, pour calculer les primitives, vous avez 3 formules principales. Alors, quelles sont ces 3 formules principales pour déterminer une primitive? Alors, je vais ici écrire un petit rappel. Alors, si vous avez f de x, c'est une primitive. Vous avez 3 formules principales pour déterminer la primitive. Alors, si vous avez f de x s'écrit sous cette forme, de x égale, par exemple, u' de x et de x à la puissance n. Bien sûr, il y a des conditions sur n. Alors, les primitives sont 1 sur n plus 1, u de x à la puissance n plus 1. D'accord?
Ici, si vous avez I' de x égale f de x égale I' de x sur I de x, primitive, c'est ln de valeur absolue de I de x. Si vous avez quelque chose comme ça, f de x s'écrit sous la forme les primitives, ce sont exponentielles de I de x. Bien sûr, tout ça, c'est plus une constante additive près, plus un certain c, plus un certain c, plus un certain c. D'accord? Donc, c'est ça les trois formules principales pour déterminer une primitive. Alors, nous, on a quoi? On a vu que 1 sur x. 1 sur x, on peut l'écrire comme x' sur x. Alors, pour rechercher la primitive, on va utiliser ln de valeur absolue de x. Mais x, il est positif puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, voilà la première élément. Maintenant, cherchons une primitive de cette fonction. Alors, comment on cherche une primitive de cette fonction? On peut l'écrire sous la forme moins 5 fois 1 sur x plus 2 à la puissance 2. On peut l'écrire x plus 2 à la puissance moins 2. Mais oublions le 5 pour le moment. Ça, c'est quoi? Alors, on va utiliser cette propriété. Normalement, on a x plus 2 prime, ça fait 1. Alors, quelle est les primitives de cette fonction? On va utiliser. Faites attention, il faut que juste n soit différent de moins 1. Ici, n, c'est moins 2, il est différent de moins 1. Donc, une primitive, c'est 1 sur moins 2 plus 1, x plus 2 à la puissance moins 2 plus 1. D'accord? Donc, finalement, on trouve quoi? Primitive, c'est ici moins 1. X plus 2 à la puissance moins 1, ça fait x plus 2. Voilà, c'est ça la primitive de notre fonction. Alors, on peut l'écrire directement. Ça va donner quoi ici? Moins, ça fait plus 5 sur x plus 1, plus une constante k. Où k, c'est une constante réelle. C'est ça, normalement, l'expression des primitives de les primitives de f. Maintenant, nous, on cherche la primitive qui vérifie cette condition. On a f de 1 égale 2 sur 3, qui vaut à quoi? F de 1, je vais remplacer ici par 1, ça fait 2 ln de 1, plus 5 sur 2, plus k égale 2 sur 3. Donc finalement, on trouve quoi? K égale 2 sur 3 moins 5 sur 2. Ça fait 4 moins 15, ça fait moins 11 sur 6. D'où l'expression de notre fonction primitive, f de x, c'est 2 ln de x, plus 5 sur x plus 1, moins 11 sur 6. Voilà, c'est ça, la primitive qui vérifie la condition f de 1 égale 2 sur 3. Alors, maintenant, on va passer à la question 3. Et si je me rappelle, il y a une erreur ici, mais on va vérifier. Maintenant, on cherche à calculer l'intégrale de 1 à 3. Ça, c'est quoi normalement? Donc, la question 3, l'intégrale de 1 à 3 de 2x carré plus 3x plus 8 divisé par x facteur de x plus 2 au carré. Ça, c'est rien d'autre que l'intégrale entre 1 et 3
de f de x d de x. Mais on a déjà déterminé une primitive de f, je peux la remplacer directement. C'est 2 ln de x. Alors, moins plus 5 sur x plus 2. Je ne vais pas utiliser la constante. Normalement, ça ne sert à rien pour les intégrales. C'est ça? Entre 1 et 3. Je remplace. Ça va donner quoi? Sur x sur 2? X sur 2? Non, la primitive. Là, je vais utiliser la primitive, mais chez f. Une primitive de ça, c'est 2 log de x. Non, 5 à la x plus Ah oui, 2 plus ici, la c'est fonction. bien. Oui, c'est 2 Ah, ici, très bien. Alors, 2 ln de 3, d'accord? Plus ici, 3, d'accord? 5 sur 3 sur 2, ça fait plus 1. Ça, c'est le premier terme. Moins, je remplace par 1, ça fait 2 ln de 1, plus 5 sur 3, c'est ça? Donc finalement, on trouve quoi? 2 ln de 3, moins plus 1, moins 5 sur 3. Donc finalement, notre intégrale égale 2 ln de 3. 2, 3 moins 5, ça fait moins 2 sur 3. Donc vous corrigez ici, vous écrivez 2 sur 3. Montrez ça. Ça marche? On passe à l'exercice 2. لسه لسه ah. D'accord. Alors, l'exercice 2, elle porte sur les suites. Alors, on considère la suite UN définie par U0 égale 2, UN plus 1 égale 2 UN divisé par UN plus 1. Démontrer par récurrence que UN est strictement positif. D'accord? Alors, la première étape, donc on est en train de démontrer à la question 1, on a U0 égale combien? 2. Et bien sûr, 2 est strictement supérieur à 1. Donc, on va écrire U0 est strictement supérieur à 1. D'où l'initialisation. L'étape 2. السلام عليكم أستاذ. Salam wa rahmatillah. عطلت شوية. Mais j'ai مع l'exercice 2. شوية أستاذ سامحني. Pas grave. Alors, soit n appartenant à n. D'accord? Supposons que un est strictement supérieur à 1. D'accord? Et montrant que un plus 1 est strictement supérieur à 1. Alors, ici, on va utiliser quoi? On va calculer la différence. Pour comparer le nombre, il suffit de comparer leur différence. Alors, un plus 1, ça fait 2 un divisé par un plus 1, moins 1. Donc, finalement, on trouve quoi? 2un moins un moins 1 divisé par un plus 1. Alors, égal un moins 1 divisé par un plus 1. Or, nous, on sait quoi d'après l'hypothèse de l'équivalence? C'est ce qu'on appelle HR, l'hypothèse de l'équivalence. On sait que un est strictement supérieur à 1. Donc, si un est strictement supérieur à 1, ça veut dire que cette quantité, elle est comment, de point de vue signe? Il est strictement positive. Donc, un moins 1 est strictement positif.
Et bien sûr, UN plus 1, si on ajoute 1, UN plus 1, ça sera strictement supérieur à 1 plus 1 qui est égal à 2. Il est évidemment positif. Alors, cette quantité est positive et cette quantité est aussi positive. Donc, le quotient est positif. Donc, on va écrire donc UN plus 1 moins 1 qui est égal à UN moins 1 sur UN plus 1 est strictement positif, c'est-à-dire UN plus 1 strictement supérieur à 1. Donc, d'après le principe de récurrence, on a démontré que EN est strictement supérieur à 1. Bien sûr, pour tout n dans n, on a ça. Faites attention, le quantificateur, quel que soit, on l'utilise juste dans la conclusion. Il ne faut pas l'utiliser à l'intérieur du raisonnement. Ça marche, on passe à la question 2. Zaid, yallah jiti. Salam alaikum. Salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, Zaid. Ah, On passe à la question 2. Donc, Zaid, on a l'exercice 1, on a passé à l'exercice 2, on a la récurrence. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc, on n'a pas de problème, puisqu'on va utiliser une suite géométrique pour déterminer le terme de UN. Alors, on passe, et l'enregistrement radical, on passe à la question 2. Pas de questions? Pas de questions. Soit Vn, la suite numérique définie par Vn égale Un moins 1 sur Un. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1,5. Alors, pour montrer que la suite est géométrique de raison 1,5, on va utiliser quoi? On va calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Mais Vn plus 1, c'est quoi? Donc, Vn plus 1, c'est normalement, c'est Un plus 1 moins 1 divisé par Un plus 1. Mais on a déjà calculé Un moins 1 ici. Un plus 1 moins 1, et on a montré qu'il est égal à Un moins 1 divisé par Un. On peut l'utiliser ici directement. Donc, c'est Un moins 1 divisé par Un plus 1. Et ici, Un plus 1, ça fait quoi? C'est 2 Un divisé par Un plus 1. On simplifiait par Un plus 1 ici. Il reste quoi? Il reste Un moins 1 sur 2 Un. Mais ceci, on peut l'écrire comme 1 demi Un moins 1 multiplié par Un. Mais Un moins 1 multiplié par Un, quantité, ce n'est rien d'autre que Vn. Donc, on peut l'écrire comme ça, égale 1 demi Vn. Donc, conclusion, Vn, il ne faut pas oublier les parenthèses, une suite géométrique de raison Q égale 1 demi. Ça marche?
Oui. On passe maintenant à la question suivante. Exprimer Vn en fonction de n pour ce n dans n. Donc ici, normalement, il faut utiliser les formules. Alors, on sait que à quoi est égal Vn? Égal V0 fois Q à la puissance n. Or, Q, on sait est égal à 1 demi. Et V0, il faut remplacer ici, c'est Q0 moins 1 divisé par Q0. Q0 moins 1, ça fait 2 moins 1 divisé par 2. Donc finalement, on trouve que c'est 1 demi. Donc on remplace maintenant. Vn égale. V0, on a montré que c'est 1 demi. Multiplié par Q à la puissance n. 1 demi à la puissance n. Mais ici, vous avez 1 demi à la puissance 1. Ici, 1 demi à la puissance n. Donc, il va s'écrire sur la forme 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, finalement, quel que soit n dans n, Vn égale 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà, c'est ça l'expression de Vn en fonction de n. Passons maintenant à la question C. Dans la question C, on vous demande de montrer que Vn égale ça. Alors, la question 2C. On a quoi? On a Vn égale Un moins 1 sur Un. Donc, on peut écrire ça fois ça. Vn fois Un égale Un moins 1. Nous, on cherche le Un. Donc, on peut écrire que Vn fois Un moins Un égale moins 1. Ou, en multipliant par moins 1, Un moins Vn fois Un égale 1. Donc, en factorisant par Un, facteur de 1 moins Vn égale 1. C'est-à-dire Un égale 1 sur 1 moins Vn. Et si on remplace Vn par son expression qu'on a trouvée dans la question précédente, on trouve 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer ici. En déduire la limite de la suite Un. Alors, vous connaissez la limite de Q à la puissance n dans deux cas importants. Donc, le premier cas, c'est lorsque Q est compris entre 1 et moins 1, ça fait 0. Et lorsque Q est strictement supérieur à 1, ça fait plus l'infini. Nous, on a quoi? Donc maintenant, on va répondre à la question 2D. On a 1 sur 2 est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite de 1 sur 2 à la puissance n ou bien n plus 1, ça ne change rien. Ça reste 0. Donc, la limite de Un est égale à la limite de, je vais remplacer Un par son expression, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, ça fait 1 sur 1 moins 0, ça fait 1. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On passe maintenant à l'exercice suivant, s'il n'y a pas de questions.
Alors, on passe à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation de réponse. Alors, on cherche à résoudre l'équation Z au carré moins 4Z plus 8. Alors, on va utiliser le discriminant. Hop, 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 c'est ça. Alors, on cherche à résoudre l'équation Z au carré. C'est ça? Z au carré moins 4Z plus 8. Moins 4Z plus 8. Alors, on va utiliser quoi? 4, 0. Alors, on a le discriminant égale quoi? Delta égale à moins 4 au carré, moins 4. Ici, il y a 1 fois 8. Ça fait combien? 16 moins 32. Ça fait moins 16. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées à savoir Z1 égale le moins B, c'est-à-dire 4, plus I fois racine de valeur absolue moins 16 divisé par 2i. Est égal à quoi? 4 plus 4i, pardon, il n'y a pas de i ici, divisé par 2. Ça fait 2 plus 2i. Et l'autre solution, n'a rien d'autre que le conjugué de Z1. C'est 2 moins 2i. Donc, S, l'ensemble des solutions, c'est 2 moins 2i, 2 plus 2i. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on considère dans le plan complexe mini d'un repère orthonormé OUV les points A, B et C d'affixes respectives A égale 4, B égale 2 plus 2i et C égale 2 moins 2i. Soit Z le point d'affixe, le point du plan, soit Z l'affixe du point M du plan et Z' l'affixe du point M' l'image de M par la rotation de centre A et d'angle P sur 2. Démontrer que Z' égale IZ plus 4 fois ça. Alors, la question 2A. Alors, on a M' et l'image par R de M. Bien sûr, tel que R, c'est la rotation de centre A et d'angle P sur 2. Donc, je vais effacer ceci pour commencer directement l'équivalence. On a R de M égale M'. Ceci se traduit en utilisant les complexes
par l'affixe de l'image Z' moins l'affixe de centre qui est A, égale exponentielle I, l'angle CP sur 2 de rotation, facteur de l'image du point M, l'affixe du point N qui est Z, moins l'affixe de centre qui est toujours A. Donc ça va donner quoi? Ici, ça va donner, donc je vais transformer le A à l'autre côté, ça va donner Z' égale, ici exponentielle I sur 4, ça fait I, plus 1. Si je dois justifier, devient le I, donc on a car exponentielle I plus sur 2, c'est égal à cosinus plus sur 2 plus I sinus plus sur 2, qui est égal à 0 plus I fois 1, égal à I. Ça, c'est pour justifier exponentielle de IP égale I. Maintenant, je vais continuer, je remplace A par son expression, ça va donner Z' égale I fois Z, moins IA, plus A. Donc, ça va donner quoi? Z' égale IZ, moins I, l'affixe de A, c'est 4. Ça, c'est 4, plus 4. Donc, finalement, on trouve quoi? Z' égale IZ plus 4 moins 4. Voilà ce qui est demandé ici. D'où, finalement, il faut sortir de l'équivalence pour écrire d'où Z' est égal à I fois Z plus 4 moins 4I. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. Ça marche. Maintenant, on va passer à la question B. Alors, la question de B. Alors, vérifier que le point C est l'image de B par la rotation R. Vérifions que R de B est égal à C. Ici, il faut faire attention, il faut passer par les critères complexes. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a montré que Z' égale I fois Z plus 4 moins 4I. Mais ça, c'est quoi? Si vous avez R, faites attention, ici, c'est l'affixe de l'image. Fixe de l'image. Et ça, c'est l'affixe du point dont on calcule l'image, c'est-à-dire l'antécédent. Alors, on va écrire quoi? Alors, pour montrer ceci, c'est-à-dire, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que cette relation vectorielle, ça veut dire qu'il suffit de montrer que C, l'affixe de C, qui est l'image, égale I fois l'affixe de l'antécédent qui est B, plus 4, moins 4I. Alors, si on arrive à vérifier cette égalité, ça veut dire que ce C est vrai, ça veut dire que C, c'est l'image de P par la rotation R. Alors maintenant, on va commencer le raisonnement. Pour vérifier cette égalité, il suffit de calculer cette expression. Alors, on a I fois B plus 4 moins 4I, c'est égal à I. Le B, c'est quoi? C'est 2 plus 2I plus 4 moins 4I égale 2I, I fois moins 2 plus 4 moins 4.
Alors, moins 2 plus 4, ça fait 2. Plus 2i moins 4i, ça fait moins 2i. Et on retrouve bien la fixe du point C. Donc, ça, c'est petit c. D'où on a vérifié quoi? Donc, C est égal à IB plus 4 moins 4i. Donc, R de B est égal à C. C'est-à-dire C est l'image de B par la rotation R. Pas de questions, on passe. Maintenant, on va passer à la question 2C. Alors, vérifions que C moins A divisé par B moins A est égal à I. Alors, on a un calcul à faire. On a, alors C moins A. Je vais remplacer C moins A divisé par B moins A. C, c'est égal à quoi? À 2 moins 2i. A moins 4 divisé par B qui est égal à 2 plus 2i moins 4. Donc finalement, on trouve moins 2 moins 2i divisé par moins 2 plus 2i. Alors si on factorise par i en haut, on trouve que c'est moins 2 plus 2i divisé par moins 2 plus 2i. Pourquoi? I fois moins 2i, moins 2 fois i, ça fait moins 2i. Et i fois 2i, c'est 2i au carré, c'est moins 2. C'est ça. On simplifie par cette quantité. Donc, il reste. Voilà, à démontrer cette partie. On déduire que, ce n'est pas les points, on déduire que ABC est isocèle rectangle en A. Voilà, c'est une question importante qui arrive souvent. Donc maintenant, on va passer à quoi? À la deuxième partie de la question. On va écrire ici en A, déjà démontré ça. Alors, on a. Donc, en passant au module, C moins A, B moins A, égale 1. Donc, il faut subdiviser le module en deux. C moins A divisé, ça c'est module de I. On va écrire ici module de I. Ici, c'est C B moins A. Ici, je vais calculer le module de I, c'est 1. Donc, ça c'est AC divisé par B égale 1, d'où AC égale AB. Donc, le triangle ABC est isocèle en A. Donc, isocèle en A, ça A. Maintenant, pour le fait qu'il est isocèle, on va utiliser les modules. Pour montrer qu'il est rectangle en A, on va passer par l'argument. Alors, on a C moins A divisé par B moins A est égal à I. Donc, l'argument de C moins A divisé par B moins A est congru à argument de I modulo de P. Faites attention ici, il ne faut pas oublier
3 barres ici, 3 traits, et le fait que les angles sont définis modulo de P. Alors, les égalités des angles, il se fait toujours comme ça. Donc, ici, on reconnaît bien quoi? L'argument de C moins A divisé par B moins A, il se traduit par un angle. B moins A, c'est quoi? C'est la fixe de AB. On va écrire ici A, B. Premier. Ici, C moins A, c'est la fixe de AC. Cet angle, il faut combien? Et congruent à quoi? L'argument de U, on sait que c'est sur 2, modulo de P. Donc, ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, on a fini la question. Alors, faites attention, vous pouvez répondre comme ça. Alors, on a quoi? On a R2 B égale C. D'après la définition géométrique, donc directement, puisque le centre c'est A. La définition géométrique, R de M égale M', ça veut dire quoi? Si le centre c'est oméga, vous avez ici M. Ça veut dire quoi? M, c'est M', c'est l'image de M. Ça veut dire qu'il faut tourner le M comme ça, par l'angle de rotation, c'est l'angle, c'est alpha. Ici, il se trouve M'. Alors, par définition, R de M égale M', ça veut dire que la distance oméga M égale la distance oméga M'. Et l'angle entre oméga M et oméga M', c'est l'angle de rotation, qui est alpha, modulo 2. Nous, on sait, donc on va écrire directement, si on a ça, on peut répondre. Donc, le centre, c'est quoi? A. Donc, AB égale AC. Le centre, c'est A. Et l'angle entre AB et AC, c'est l'angle de rotation, mais l'angle de rotation, c'est P sur 2, modulo 2P, et on a démontré les deux à la fois. Mais il vaut mieux, normalement, si vous avez ça, cette égalité, puis en déduire, vous devez passer obligatoirement par la méthode qu'on a donnée. Ça, c'est juste une information supplémentaire. D'accord? Passons maintenant à démontrer que OBAC est un carré. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, pourquoi OA? Alors, je vais placer les points pour voir les choses très facilement. Alors, ici, j'ai quoi? O. Alors, A, il est haut. A, 4. 1, 2, 3, 4. A est ici. Le point A. B, 2 plus 2i, ça veut dire elle est ici. B est là. C, il est ici. 2. D'accord? Maintenant, on vous demande de montrer que OB, ça, A, c'est pas bien tracé, mais c'est pas grave. C, B, on vous demande de montrer que ça, c'est un carré. C. Alors, on a déjà démontré que le triangle ABC, alors ABC, ce triangle, et rectangle ici est isocèle. Donc, il reste à montrer que OBAC est un parallélogramme. Donc, il suffit de montrer. Passons maintenant à la question 2C.
Alors, on a Z OB, c'est-à-dire l'affixe du vecteur OB. Ce n'est rien d'autre que l'affixe de B moins l'affixe de O qui est 0. Donc, c'est CB égale combien? C'est 2 plus 2i. Alors, je vais comparer OB avec CA. Et Z2, CA, c'est l'affixe de A moins l'affixe de C. L'affixe de A, c'est 4, moins l'affixe de C, c'est moins 2 plus 2i, qui est égal à 2 plus 2i. Donc, Z2OP est égal à Z2CA. On a deux vecteurs qui ont même affixe, donc ils sont égaux. OB est égal à CA. Donc maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on a OB, ce vecteur, égale ce vecteur. Donc, conclusion, donc, OBAC est un parallélogramme. Et comme ABC est un triangle rectangle isocèle en A, et comme ABC est un triangle rectangle isocèle en A, alors ça sera automatiquement un carré. OBAC est un carré. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, il porte sur un problème de logarithme. Alors, soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 demi ln de x au carré, plus x moins x ln de x. CF désigne la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG, car l'unité c'est 2 cm. Calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et donner une interprétation géométrique de ce résultat. D'accord? Alors, la fonction, c'était quoi? Notre fonction, c'est f de x égale 1 demi ln de x au carré plus x moins x ln de x. La première question, hein, c'est de calculer la limite de f de x, d'accord, et donner une interprétation géométrique. Alors, calculons premièrement la limite. Alors, on a la limite, donc ici, normalement, on n'a pas besoin d'écrire la fonction, effacer. Alors, 1a, on a la limite de f de x. Est-ce que vous voyez l'expression de la fonction, non? Non. Ah bon, c'est moi qui vois la fonction. Alors, ça va donner quoi? Alors, je vais
essayer de... Donc, je vais partager l'écran. Au lieu de partager, alors, on ne peut pas faire les deux en même temps. D'accord. La limite quand x tend vers 0 plus, c'est quoi? Je vais remplacer f de x par son expression. Alors ici, je vais essayer de capturer l'écran autrement. Alors, on a la limite de f de x, je vais continuer. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 1 demi ln de x au carré plus x moins x ln de x. Voilà, c'est ça l'expression de la fonction. Alors, à quoi était, cette quantité, elle tend vers quoi? Elle tend vers 0, c'est une limite UJL. Et cette quantité à l'intérieur du carré, elle tend vers moins l'infini. Log de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Multiplié par un demi, ça fait plus l'infini. Plus 0, ça fait plus l'infini. Plus 0, ça fait plus l'infini. Donc finalement, ça va donner quoi? C'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. D'accord? Car, il faut donner la justification, car la limite de ln de x, alors, il ne faut pas écrire ce que j'écris ici, il ne faut pas entourer x ln de x, mais écrire ça. Il faut normalement écrire ça en utilisant la justification suivante. En 0 plus de x, ça va donner moins l'infini, et la limite de x ln de x, quand x tend vers 0 plus, ça fait 0. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Alors, on a montré quoi? On a montré que la limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à plus infini. Bien sûr, donc ceci signifie quoi? Donc, la droite d'équation x égale 0, une asymptote verticale de C de F. D'accord? Voilà, c'est la fin de cette question. Pas de questions? On passe? Oui. Alors, la question suivante, il dit quoi? Alors, on vous demande de vérifier. Alors, je vais écrire la question. Donc, la question suivante vous demande de, je vais transformer ça ici. Alors, la question suivante, on vous demande quoi? On vous demande de vérifier que tout x de 0, 1, cet ensemble, de vérifier que f de x égale ça. D'accord? Alors, on va, bien sûr, la question 1b.
on va démarrer à partir de quoi? De la deuxième expression, qui est ln de x, facteur de 1/2 ln de x sur x, plus 1 sur ln de x, moins 1. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Alors, on développe, c'est x ln de x, fois 1/2 ln de x divisé par x, plus x ln de x, multiplié par 1 sur ln de x, moins x ln de x. Je simplifie. Ici, x, il se simplifie avec x. Il reste ln de x au carré sur 2. Ln de x, il se simplifie avec ln de x. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est ln de x au carré fois 1/2 plus x moins x ln de x. Et ça, ce n'est rien d'autre que notre expression de notre fonction. On passe maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, la question suivante, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x sur x. Alors, la limite de x sur x, ça c'est la question 1b. On a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal, on va utiliser la non-vue expression qu'on a démontrée. C'était x ln de x, facteur de 1/2 ln de x divisé par x, plus 1 sur ln de x, moins 1. Et tout ça, c'est divisé par x. Donc, je simplifie par x. Elle reste, ça c'est la limite de, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x, facteur de 1/2, alors ln de x sur x, plus 1 sur ln de x, moins 1. Alors, on vous demande premièrement de calculer la limite. On vous demande de calculer la limite en plus l'infini premièrement, et après on vous demande de calculer ça. Alors, on doit calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc, je vais la calculer après. Hein. Donc, ça va donner quoi ici? Ça, elle tend vers quoi? Cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Cette quantité, sur une limite usuelle, elle tend vers 0. Et cette quantité, elle tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle aussi. D'accord? Donc, ici, plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, il reste à l'intérieur, et c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Il faut donner les justifications. Car la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça fait 0. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, il suffit de remplacer. C'est la limite plus l'infini de x ln de x, facteur de ln de x sur x, d'accord, 1/2 ici,
plus 1 sur ln de x, moins 1. La même chose ici, c'est 0. Cette quantité ici est tend vers 0. Cette quantité est tend vers 0 puisque ln tend vers plus l'infini. Elle reste à l'intérieur ici, moins 1. Ça, c'est plus l'infini. Tout ça, ça tend vers plus l'infini. Donc, ça va donner moins l'infini. Et il ne faut pas oublier de donner les justifications, car la limite de x, ln de x, plus l'infini égale plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x plus l'infini égale 0. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Dans la question suivante, on vous demande de démontrer que la courbe C admet en plus l'infini une branche parabolique de direction à préciser. D'accord? Alors, on a montré quoi? La question 1C, on a montré que la limite de f de x en plus l'infini égale moins l'infini. Et on a montré que la limite de f de x sur x plus l'infini, c'est aussi moins l'infini. Donc, c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini. Faites attention, on dit en, là où on a calculé la limite, en plus l'infini. Ce n'est pas en moins l'infini ici, en plus l'infini. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Démontrer que f' de x égale 1 moins x fois ln de x divisé par x. Alors, passons maintenant à la réduction. Alors, on va calculer la dérivée. La question, c'est 2a. La question 2a. Alors, on a, la moindre des choses, c'est de dire f est dérivable. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x, positif, on a f' de x, c'est égal 1 sur 2 ln de x au carré plus x moins x ln de x. Ça, c'est prime. Alors, ici, ça va donner quoi? 1 demi fois 2 ln prime de x fois ln de x. Plus la dérivée de x, c'est 1. Moins, ici, vous avez un produit. Il faut dériver x, c'est 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, finalement,
2 se simplifie avec 2. ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ça va donner ln de x ici. Sur x. Plus 1. Ici, moins ln de x. Moins 1. Alors, le 1 va disparaître avec le 1 qui est là. Il reste quoi? ln de x sur x moins ln de x. Je factorise par ln de x. Il reste 1 sur x moins 1 fois ln de x. Je rends au même dénominateur. Ça sera 1 moins x multiplié par ln de x sur x. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord? On passe? Pas de problème? Oui. Alors, la question suivante. On vous demande de quoi? Dans la question suivante, on demande d'interpréter géométriquement le résultat f' de 1 égale 0. Alors, f' de 1 égale 0. Quelle est l'interprétation de ça? Alors, f' de 1 égale 0, ça va donner quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? كتشوفوا شي حاجة ولا والو؟ شنو كيبان لكم؟ Tableau bien. والو طابلو والو بيضون ما كتبانش لك هنا لا كيسيون بي انتربريتي جيوميتريكمون لو ريزلتا اوبتوني؟ لا ما كيبان والو كيبان غير طابلو بلون ياك؟ لا. D'accord, ça. B. Alors, ça veut dire quoi f' de 1 égale 0? Comment interpréter géométriquement? شي واحد يعطيني l'interprétation géométrique. يلا راكين. سلاك. شنو بان لك؟ En général, f' de A, il représente quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. D'accord? Mais f' de 1, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1. Puisque ce coefficient directeur égale 0, ça veut dire que CF admet une tangente horizontale. Horizontale au point d'abscisse 1. Ça marche? Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Alors la question suivante, c'est montrer que la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Montrer que la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. C'est ça la question. On vous demande de montrer que la fonction f est décroissante, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. La question 2C. Alors, on a quoi? 2C. On a, quel que soit x strictement positif, on a montré que la dérivée est égale à 1 moins x fois ln de x divisé par x.
Et comme x est strictement positif, donc f' de x est du signe de 1 moins x fois ln de x. Alors, on a, je vais dresser le tableau de signe. Alors, on a combien de termes? On a 2 termes et puis la fonction, la monotonie de notre fonction. Alors, ici, on a le x. Si c'est 0, la fonction n'est pas définie. Alors, 1 moins x, ça s'annule en 1. 1 moins x. Alors, le signe contraire de moins 1, plus, c'est plus. Mais ln de x, voilà, attention, ici c'est moins. Le signe contraire de a avant la racine et le signe de a après la racine. Maintenant, ln de x. Vous connaissez que ln il est négatif entre 0 et 1 et positif pour x égale 1. Maintenant, f' de x. Ici, c'est quoi? Bien sûr, il s'annule en 1. Mais plus fois moins, ça fait moins. Ici, moins fois plus, ça fait moins. Donc, conclusion, quel que soit x dans 0 plus infini, f' de x est négatif. Et f' de x, il s'annule juste en 1. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ça marche, on passe? Oui. Alors, faites attention. Ici, une remarque. Elle n'est pas forcément de démontrer que la dérivée est strictement négative pour dire que la fonction est strictement décroissante. D'accord? Il ne faut pas montrer ici, il ne faut pas chercher à montrer la stricte inégalité ici. Ça veut dire, ici, on a la fonction peut s'annuler en 1. Même si la fonction, la dérivée s'annule en un nombre fini de points, donc ça veut dire que la fonction, si la dérivée est négative et s'annule en un nombre fini ou bien isolé de points, la fonction, ça serait strictement décroissante. Ici, on peut dire que quel que soit x, dans l'intervalle 0 plus infini, moins 1, la dérivée est strictement négative, donc strictement décroissante. Vous pouvez retrancher n'importe quelle quantité. S'il s'annule en 1 et 2, vous pouvez retrancher 1 et 2. Et ici, même si vous retranchez 1, ou bien 2, ou la 3, ou là, un nombre isolé de points, la dérivée f, la fonction f est strictement décroissante. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire qu'il faut que la dérivée soit strictement négative pour que la fonction soit strictement décroissante. Donc, il se peut qu'il s'annule en un nombre fini de points. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, il dit quoi? Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va utiliser quoi?
le théorème de la bijection. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de la bijection? 3a. On a f est continu. Pourquoi continu? Car il est dérivable sur 0 plus l'infini. Ici, car dérivable. Alors, je peux l'écrire ici. Sur 0 plus l'infini. Et strictement décroissante sur 0 plus infini. Donc, il faut calculer l'image de et f de 0 plus l'infini, puisque la fonction c'est décroissante, c'est la limite de f de x en plus l'infini, et la limite de f de x en 0 plus. La limite de f de x en plus l'infini, on a montré que c'est moins l'infini. La limite en 0 plus, on a montré que c'est plus l'infini. D'accord? Donc, l'image de 0 plus l'infini, c'est R. Donc, on a montré quoi? F continue, strictement croissante, et f de R, ici, on a montré que f de 0 plus l'infini égale à R. Nous, on cherche à montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Donc, il faut que ce 0-là, ou bien si vous avez une autre constante, il faut que ce 0 soit appartient à l'intervalle de R. Il faut que 0 appartient ici. Alors, on va écrire quoi? Je vais effacer tout ça. On a 0 appartient à f2. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Pas de question, on passe? On passe? Oui. Alors maintenant, la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de vérifier que f de 3, que alpha est compris entre 3 et 4. Ici, c'est juste un calcul à faire. D'accord, c'est juste un calcul à faire. Alors, pour vérifier que la question 3b, vérifions que alpha est compris entre 4 et 3. Alors, il faut calculer f de 3 fois f de 4. On n'a pas d'indication dans l'énoncé, donc il faut calculer ça en utilisant la calculatrice et de montrer que c'est négatif. Donc, conclusion, alpha c'est compris entre 4 et 3. Donc, vous pouvez normalement remarquer dans l'énoncé si vous avez des indications pour justifier le signe de f de 3 et f de 4. Sinon, vous pouvez utiliser la calculatrice. Vous calculez ça et ça, vous montrez que c'est strictement négatif et la conclusion, c'est que alpha est compris entre 3 et 4. Passons maintenant à d'autres questions. Et bien sûr, on a montré que l'équation f de x égale 0 admet une solution qui est entre 3 et 4. Ici, par exemple, ici c'est 1, 2, 3 et 4. Elle est là. Donc, on va écrire quoi?
Ici, on a une asymptote comme ça, verticale. Donc, vous pouvez normalement prendre des points pour mieux. Donc, ici, elle coupe ici, en ce point. Et bien sûr, on a une asymptote. Ben, non, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, ce sera comme ça. Vous pouvez continuer. Vous pouvez normalement prendre l'image de 2, l'image de 3, etc. Vous connaissez tout ça. Ici, il faut indiquer le repère. Hein. Bien sûr, il faut éviter la couleur de la courbe. Ça marche? On passe maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? On a tracé la courbe. Maintenant, on vous demande dans la question 5, on vous demande de montrer que cette fonction, grand H, est une primitive de la fonction qui a chaque x associée ln de x au carré. Il faut juste calculer la dérivée. Donc, on a quoi? Ça, c'est la question 5a. La fonction, c'est h de x égale x facteur de ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. Et la fonction h de x, c'est ln de x au carré. On vous demande de montrer que grand H est une primitive de cette fonction. Alors, on a h est dérivable sur 0 plus infini. Pour tout x, on a h' de x égale. Alors, ça, c'est un produit. Je dérive x, c'est 1. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Moins 2 ln de x plus 2. Donc, ça, c'est la dérivée de 1. Maintenant, je laisse le x et je dérive ce qui est à l'intérieur ici. Produit. Donc, c'est 2 ln de x sur x. On a déjà dérivé ln de x au carré. Moins 2 sur x. Et la dérivée de 2, ça fait 0. Égale ln de x au carré. Moins 2 ln de x plus 2 plus 2 ln de x. X, elle va avec x, il reste moins 2. Alors, remarquez ici que ceci va disparaître avec ceci. Le 2 se simplifie avec le moins 2. Elle reste juste ln de x au carré. Et ceci, c'est quoi? C'est h de x. D'accord? Donc, on a montré que grand H est une primitive de petit h. Ayoub Rakin. Rakin Melk. Passons maintenant à la question 5b. Alors, dans la question 5b, on vous demande de calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré. Ln de x au carré, c'est quoi? C'est petit h au carré. Mais on a déterminé une primitive de petit h qui est égale à grand H. E. Donc maintenant, il faut remplacer. C'est grand H de E moins grand H de 1. Grand H de E, ici c'est 1, ici c'est 0, donc c'est 1. Donc ça fait 1 finalement. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est moins 2. Donc il y a un problème ici, l'intégrale c'est positif, donc il faut que
en valeur soit positive. C, c'est quoi? H de E. H de E, ça fait quoi ici? C'est moins 2 plus 2, ça fait ici 1. Donc ici, c'est E, pas 1. C'est E. Moins H de 1 ici, c'est moins 2. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande en utilisant une intégration par partie, démontrer que l'intégrale de 1 à E de x facteur de 1 moins ça égale ça. Alors, en utilisant une intégration par partie, c'est montrant que l'intégrale de 1 à E de x facteur de 1 moins ln de x, d de x, c'est égal à E à la puissance 3 moins 3 divisé par 4. On va utiliser une intégration par partie comme celle indiquée par l'énoncé. Alors, posons e de x égale x, et v' de x égale, non, c'est v' de x égale x, ici v de x égale 1 moins ln de x, si on va mettre prime. Donc, e de x, c'est quoi? C'est 1 demi x carré. V' de x, c'est moins 1 sur x. Donc, notre intégrale, l'intégrale de 1 à E de x facteur de 1 moins ln de x, égale 1 demi x carré multiplié par 1 moins ln de x, moins le produit de ça, ça veut dire plus l'intégrale entre 1 et E de quoi? De 1 demi x, p de x. Donc, ça va donner quoi? E au carré sur 2, fois 0, puisque E moins E, ça fait 0, moins, lorsqu'on remplace par 1, ça fait moins 1 demi. Plus une primitive de ça, c'est 1 sur 4, x au carré entre 1 et E. Donc, finalement, on trouve moins 1 demi, plus E au carré sur 4, moins 1 sur 4. Donc, finalement, on trouve quoi? E au carré, moins 3 sur 4. Une petite erreur ici, il faut corriger. Il faut corriger ici. Ici, vous avez, c'est pas E à la puissance 3, mais c'est E à la puissance 2 ici. D'accord? Calculer, donc on va passer maintenant à la question 5D. Calculer en centimètres carrés l'aire de la partie du plan délimitée par C, l'axe des abscisses et les droites d'équation, x égale 1, x égale E. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? Alors, on a déjà tracé la courbe, comme ça. C'était à peu près comme ça. Alors, je vais les redessiner approximativement. Alors, on vous demande de calculer l'aire entre quoi et quoi? Compris entre A et E. D'accord? Mais on sait quoi? Donc, alpha, elle est ici. Donc, puisque alpha est strictement supérieur à 3, et on sait que E est strictement inférieur à 3, donc ça veut dire que le E est avant alpha. Alors, on cherche à calculer l'aire, bien sûr, cette aire compris entre. Alors, cette aire compris entre quoi? Entre les axes des droites
x égale 1, ça veut dire cette droite, x égale E, l'axe des abscisses et la courbe. C'est cette R. Alors, par définition, cette R égale quoi? L'intégrale, alors, ce qui limite l'air ici, c'est x égale 1, donc c'est 1. Ce qui limite l'air à droite, c'est E, donc je vais mettre ici E. Ici, ce qui limite la fonction en haut, c'est C de F. Alors, je vais mettre f de x ici. Ce qui délimite la fonction à l'intérieur, c'est l'axe des abscisses. Ça veut dire l'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Normalement, il faut retrancher ici y, mais y égale 0, donc il ne faut rien retrancher. Alors, l'intégrale de 1 à E, f de x, d de x, c'est quoi? Non, f de x, c'était quoi déjà? C'est l'intégrale entre 1 et E de 1 demi ln de x carré plus x moins x ln de x. D de x, fois l'unité d'air. Alors, ça va donner quoi? C'est 1 demi ln de x, l'intégrale, entre 1 et E, d de x. D'accord? Et on va factoriser au x plus l'intégrale de 1 à E de x pour pouvoir utiliser avec les billets. Fois l'unité d'air. L'unité quand il y a 2 cm. Ça veut dire qu'il y a la norme de I fois la norme de G. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est 1 demi. On a calculé ça, c'est déjà E moins 2. Et ça, on a montré que c'est E au carré moins 3 sur 4, c'est ça? Fois l'unité d'air, les 15, c'est 2 cm, il y a 4 cm au carré. Donc, on peut développer, ça va donner quoi ici? 4 sur 2, ça fait 2E, moins 4, plus E au carré, moins 3 cm carré. Donc, finalement, on trouve quoi? Donc, ça va donner E au carré, plus 2E, moins 7. Donc, il a marlatch, donc il y a le calcul. On passe? Ça marche? On passe? Pas de questions? Oui. Ah oui. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 6. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Donc, la question 6, on a déjà parlé de ça. Alors, ici, on va écrire quoi? Alors, je vais aller rapidement. Alors, on a quoi? 6. On a déjà montré dans la question A, f est strictement, est continu, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de R. On a déjà montré, pardon, f de 0 plus l'infini. Et on a déjà calculé l'intervalle f de 0 plus l'infini qui est égal à R. Il est défini sur R. D'accord? f-1 est une dérivable en 0. Est-ce que la fonction... Alors, un petit rappel sur la dérivabilité de la fonction réciproque. Donc, il est quand f défini min I à valeur dans G. f-1, ça sera défini de quoi? De G à valeur dans I. Et le quand f transforme A en B, qui est égal à f de A.
Alors, la fonction réciproque, il fait l'inverse, il transforme B en A qui est égal à f moins 1 de B. Alors, si on cherche à étudier la dérivabilité de f en B, en un point B, alors il faut chercher l'antécédent de B par f. Il faut chercher le A. Alors, les conditions. Si f, je vais l'écrire ici, si f est dérivable en A, et bien sûr, f' de A différent de 0, alors f moins 1 est dérivable en B, d'accord? Et bien sûr, on a une formule, et f moins 1 prime en B est égal à 1 sur f' de A. Et vous remarquez pourquoi on a ici donné cette condition, puisque normalement, il intervient ici au dénominateur, il doit être différent de 0. f' de A, il faut que la fonction f soit dérivable en A. Vous avez deux conditions. Il faut que f soit dérivable en A et le nombre dérivé ne s'annule pas. Donc, f moins 1, ça sera automatiquement dérivable en B. Et voilà l'expression du nombre dérivé de la fonction réciproque en B. Donc, ceci permet de calculer des nombres dérivés sans connaître l'expression de la fonction f moins 1. Passons maintenant à l'exemple. Est-ce que f est dérivable en 0? Donc, la question B. On a quoi? On a déjà f de 1 égale 0. Ça veut dire quoi? L'antécédent de 0, c'est quoi? L'antécédent de 0 est égal à 1. La fonction, on a f, oui, est dérivable en 1. On a f est dérivable en 1. Et f' de 1 égale 0. Donc, il n'est pas différent de 0. Donc, f moins 1 n'est pas dérivable en 0, puisque cette condition n'est pas vérifiée. Passons maintenant à la question C. Qu'est-ce qu'il dit la question C? Donc, dans la question C, calculer f de E. F de E, on va utiliser l'expression, c'est 1 demi ln de E au carré, moins plus E, moins E ln de E. Ça sera ici 0, ça c'est E. Donc, pardon, ici c'est moins E, ici E. Donc, il reste 1 demi. Voilà. Puis, on déduire que f moins 1 est dérivable en 1 demi et calculer f moins 1 demi. Alors, on a f de E, f de 1 demi, f de E égale 1 demi. Ça veut dire que l'antécédent de 1 demi, c'est E, égal à E. Alors, on a maintenant les conditions. On a, je suis en train de répondre à la question. On a f est dérivable en E, et f' de E égale combien? Il faut remplacer dans la dérivée, c'est E moins 1 ln de E divisé par E, ça sera E moins 1 sur E, différent de 0. Donc, f moins 1 est dérivable en 1 demi, et le nombre dérivé de la fonction réciproque en 1 demi, c'est l'inverse, c'est 1 sur f' de 1 demi. C'est l'inverse de ça, c'est E divisé par E moins 1. Voilà.
Maintenant, on va passer à la dernière question. Construire CF-1 dans le même repère précédent. Donc, il faut utiliser juste, je vais tracer ici approximativement. Il faut utiliser juste la symétrie par rapport à la droite de l'équation y égale x. Alors, ici, donc je vais tracer juste approximativement. Voilà. Ici, on a été une tangente horizontale, comme ça. La courbe, c'était comme ça. Et puis, il coupe l'axe des abscisses en alpha en asymptote. Maintenant, on va utiliser quoi? Il faut utiliser la symétrie par rapport à la droite y vis x. Donc, il faut utiliser la symétrie par rapport à cette droite. Alors, je vais tracer. Maintenant, ça c'est CF. Ça c'est CF. Maintenant, je vais tracer CF-1. Alors, CF-1. Alors, il faut utiliser le symétrique de ça. Ici, on a une tangente, ça sera... Donc, ce tangente qui était horizontal, il devient vertical pour la fonction réciproque. Alors, ici, on a quoi? Donc, il faut utiliser la symétrie. Ça sera, ici, on a une asymptote verticale, il devient une asymptote horizontale, comme ça. Alors, ici, il coupe en alpha, ça sera, il va couper ici en alpha. Bien sûr, ça, c'est quoi? Une branche parabolique de délection l'axe des ordonnées, il devient une branche parabolique de délection l'axe des abscisses. Pas comme ça. Voilà, c'est ça, c'est F. Donc, il ne faut pas, faites attention ici, il ne faut pas le tracer comme ça. Donc, je vais utiliser notre couleur. Ça, c'est quoi? Voilà. Ici, ça sera comme ça. Ça, c'est CF-1. Il faut utiliser juste la symétrie par rapport à cette droite. Alors, ici, l'asymptote verticale devient l'asymptote horizontale. Branche parabolique de délection, l'axe des ordonnées. Elle devient une branche parabolique de délection, l'axe des abscisses. Les tangentes qui étaient horizontales, il devient une tangente verticale.